Nous sommes dans le comté de Franklin, dans le Tennessee, un endroit où les paysages sont très diversifiés. Ces collines notamment sont visibles depuis Winchester et sont enrichies de superbes cascades et de grottes. Les forêts sont sublimes et sont riches en faune et en flore, une belle région en somme. Le 1er juillet 2012, un groupe d'adolescents qui passe justement par là découvre au petit matin un feu de forêt au large d'Awalt Road. Les adolescents signalent l'incendie aux autorités, pensant qu'il s'agit simplement d'un feu de joie abandonné. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans les flammes, quelque chose de bien plus sinistre va être découvert. La jeune femme que je vous présente maintenant s'appelle Erica Megan Sharpton, connue sous le nom de Megan Sharpton, en tout cas c'est comme ça que ses amis l'appellent. Elle est née le 24 octobre 1987 à Tullahoma, dans le Tennessee. Megan est arrivée dans une famille au niveau de vie confortable. Ses parents et ses grands-parents ont toujours été là pour elle et ont toujours pris leur rôle très à cœur. Elle est décrite par ses amis et par sa famille comme faisant partie de ces personnes, vous savez, qui sont toujours de bonne humeur. Peu importe ce qui se passe dans sa vie, Megan a toujours le sourire ou a toujours ce mot pour réconforter une copine, pour réconforter un membre de sa famille. Tout le monde sait qu'on peut compter sur elle. Elle est intelligente, elle a un esprit vif et elle est également connue pour son rire contagieux. On parlait de bonne humeur, son rire fait partie intégrante de sa personnalité. Megan s'entend parfaitement avec ses parents et surtout avec sa maman. Une maman qu'elle considère comme sa meilleure amie. La famille de Megan a beaucoup déménagé pendant son enfance jusqu'à s'installer à Winchester lorsque Megan est arrivée au lycée. Et malgré ce déménagement, malgré cette transition qui peut être un petit peu brutale entre son ancienne école et son nouveau lycée, eh bien Megan va nouer rapidement des liens d'amitié avec des nouveaux élèves, avec d'autres élèves de son nouveau lycée. Et là aussi, Megan est tout de suite bien vue par ses nouveaux amis et également par les membres du lycée. Tout le monde voit qu'elle traite tout le monde finalement de la même manière, que vous soyez concierge au lycée, elle dit bonjour à tout le monde, ou que vous soyez quelqu'un d'haut placé, comme le proviseur par exemple. Megan est égale avec tout le monde. Vers l'âge de 13 ans, Megan développe un amour pour les séries et les programmes criminels. Et cette passion qu'elle commence à créer, elle la partage avec des amis de son nouveau lycée, notamment via ses réseaux sociaux, et aussi via un blog qu'elle commence à alimenter. À la fin du lycée, Megan jette son dévolu sur l'école d'infirmière. Ça colle avec sa personnalité bienveillante, compatissante. En fait, c'est le job parfait pour elle. Plus elle avance dans les études, plus elle a réfléchi, c'est ce qu'elle veut faire. Megan postule donc à l'école technique de Shelbyville à Winchester pour étudier et donc devenir infirmière. Et pour gagner un petit peu d'argent à côté de ses études, comme tous les étudiants, eh bien Megan postule dans un restaurant pour un travail de serveuse. Et dans ce restaurant, elle sera très vite recrutée. Elle fera à la fois de la plonge, elle sera serveuse, elle fera un petit peu de tout et encore une fois, elle est très appréciée par ses collègues et par son patron. Ses études d'infirmière, son travail au restaurant, à côté de ça, Megan a pris une chambre tout près du campus, c'est plutôt utile pour elle, elle est à la fois pas très loin de ses cours et pas très loin du restaurant. Elle conduit une Ford Mustang rouge, c'est une voiture qu'elle a depuis peu, une Ford Mustang de 1995, vous allez voir que c'est important pour la suite, qu'elle utilise entre ses cours, son lieu de travail et sa maison familiale parce qu'elle est encore une fois proche de sa famille et qu'elle ne peut pas passer une semaine sans au moins aller voir ses parents. Il faut bien comprendre pour analyser l'histoire de Megan que ses parents étaient toujours informés, mais vraiment toujours informés de ce qu'elle faisait en dehors des cours, quand elle était en cours, quand elle était au restaurant, quand elle était chez elle. Ses parents, sa famille étaient au courant également de ses projets. C'est pour ça que le dimanche 1er juillet 2012, au soir, la maman de Megan s'inquiète un petit peu. Megan a alors à ce moment-là 24 ans. Ce dimanche-là, la grande sœur de Megan est revenue en ville et la famille prévoit donc que tout le monde se retrouve ce dimanche soir pour un repas familial. C'est prévu. Cependant, ce jour-là, Megan ne pourra pas être à l'heure au repas familial puisqu'elle doit travailler une bonne partie de la journée au restaurant. L'après-midi, Megan parle avec sa maman au téléphone, elles échangent toutes les deux, c'est le début d'après-midi, elle lui dit qu'elle est sur le point d'arriver au travail. Elle lui dit également qu'elle ne doit pas s'inquiéter parce que juste après le restaurant, elle doit passer chez une dame âgée qui est une patiente à elle, et que ça devrait durer un petit moment. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, je serai un petit peu en retard. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas inhabituel chez Megan. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois après son travail de devoir passer chez une patiente parce que ça fait partie de ses cours également d'infirmière pour soit faire un soin, soit s'occuper de cette dame âgée ou d'un autre patient d'ailleurs. Donc sa maman ne s'inquiète pas. Cependant, vers 21h ce dimanche-là, la mère de Megan commence à s'inquiéter. Megan n'est toujours pas arrivée. Et le repas va bientôt commencer. Et ça ne lui ressemble pas. Déjà, de ne pas prévenir lorsqu'elle est en retard, et surtout de rater un repas familial. C'est important pour elle, tout le monde le sait.
Il est extrêmement inhabituel pour elle de ne pas prendre contact pour dire si elle sera en retard ou non. Et donc la mère de Meghan décide de commencer à téléphoner à sa fille sur son téléphone portable pour essayer de savoir où elle se trouve et quel est le problème si évidemment il y a un problème. Mais tous ces appels restent sans réponse. Pire, elle tombe directement sur la messagerie de Meghan. Et là la question que sa mère se pose et que la famille se pose, où est-elle ? Beaucoup plus tard ce dimanche soir, alors que nous venons de passer les minuit et demi, des adolescents rentrent chez eux après une fête bien arrosée. Sur la route du retour, ils traversent le pont Howalt, qui enjambe le lac Thamesford dans le comté de Franklin, juste à l'extérieur de Winchester. Le groupe d'adolescents en question remarque immédiatement un feu provenant de la forêt qui entoure le lac. Il est à ce moment-là 1h du matin. Alors, malgré le retour un peu arrosé, malgré qu'il n'ait pas toutes les idées claires, ils prennent rapidement conscience que de laisser un feu se propager peut être très dangereux. Ils décident donc d'appeler les services d'urgence pour signaler ce feu. Un feu qui prend d'ailleurs très vite de l'ampleur. What is the address of your emergency? Après cet appel au 911, les autorités arrivent en premier immédiatement sur place et essaient de déterminer si les pompiers doivent être appelés ou si la police peut gérer ça de son côté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dimanche d'été en particulier, même à cette heure-là, même à 1h du matin, il fait encore très chaud et très sec. Les températures à cette période pouvaient atteindre la journée les 40 degrés. La dernière fois qu'il a plu, même une légère bruine, c'était un mois auparavant, le 17 juin. Donc tout départ de feu, à ce moment-là, est considéré par les autorités comme pouvant être dangereux. La police arrive donc sur place environ 10 minutes après l'appel des adolescents. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur les lieux, il semble, d'après les témoignages de l'époque, que le feu de forêt commençait à s'éteindre. Mais au moment où les flammes s'arrêtent et que l'incendie semble s'éteindre, quelque chose attire l'attention des personnes sur place et de la police. Des restes calcinés se trouvent dans ce feu, des restes humains. Et il apparaît très clairement que le feu a été allumé intentionnellement et qu'il avait été constitué de la même manière qu'un feu de joie. Et le corps retrouvé, en tout cas ce qu'il en reste, a semble-t-il subi de nombreuses blessures. On a donc, semble-t-il, affaire ici à un homicide. Le corps est alors analysé. Il s'agit de celui d'une jeune femme, partiellement vêtue. Les renforts arrivent sur place également rapidement et délimitent la zone qui devient alors une scène de crime. Et d'ailleurs, cette scène de crime, c'est un premier obstacle majeur puisque la police essaie de préserver cette scène de crime. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà arrivées, il y a les adolescents qui étaient là en premier. Quand les policiers arrivent sur place, ils ne savent absolument rien. Ils ne savent pas qui a allumé le feu et les adolescents qui ont appelé la police ne sont pas totalement innocents à leurs yeux. Et il y a des précautions à prendre. Le feu a déjà détruit des preuves importantes. Il faut l'éteindre, oui, mais ne pas faire n'importe quoi, ne pas utiliser par exemple d'extincteur, parce que ça détruirait sans aucun doute les preuves restantes. Alors comment éteindre le feu en préservant la scène? C'est la question qui se pose à ce moment-là par les autorités sur place. Et l'un des agents de police va alors saisir une bouteille d'eau dans son véhicule et va verser l'entièreté de la bouteille d'eau sur les zones qui sont en train de continuer à brûler, à la fois sur la victime et sur la scène du crime. Pour les autorités, c'est très complexe comme début d'affaire parce que la zone dans laquelle est découvert le corps n'est pas une zone où il se passe d'habitude beaucoup de choses. C'est plutôt un endroit où il y a des visites la journée, quelques touristes passent sans vraiment s'arrêter. C'est un endroit isolé et le bâtiment le plus proche, d'ailleurs, est une église située sur une colline. Il n'y a personne qui habite dans ce coin, clairement. Le voisin le plus proche de l'église, pour que vous puissiez vous faire une idée, se trouve de l'autre côté du lac. Le corps de cette jeune femme, donc retrouvé, puisqu'il semble que ce soit une jeune femme, est analysé. Et en analysant, on détermine qu'elle a subi un traumatisme crânien majeur et qu'il est fort probable qu'elle soit décédée des suites de ce traumatisme, avant d'être jetée dans l'incendie. Une autre observation est faite sur les lieux du crime, concernant la manière dont le feu a été constitué, ça c'est important. Il est déterminé par les autorités et par le médecin légiste que le feu a été fait d'une manière à concentrer les flammes vers les parties intimes de la victime. Et c'est important parce qu'une telle construction d'un incendie indique clairement, pour tous ceux qui sont sur la scène de crime et tous ceux qui analysent le corps, que celui qui est le responsable de ce feu avait l'intention d'utiliser le feu pour détruire des preuves d'identification d'ADN, c'est sûr. Et très rapidement, on comprend que le meurtre est motivé par une raison sexuelle. C'est évident. Est-ce que c'est un compagnon qui a fait ça? Un ex-petit copain? Un ami? Quelqu'un de jaloux? Toutes les questions se posent à ce moment-là. Le feu est maintenant éteint, les premières analyses sur la victime sont réalisées et la police décide de questionner le groupe d'adolescents qui les a appelés.
Il s'agit donc de 3 adolescents qui racontent aux détectives qu'ils jouaient au billard chez des amis un peu plus loin et qu'ils rentraient chez eux lorsqu'ils ont vu les flammes dans la forêt. Les 3 adolescents, c'est ce que diront les témoins à l'époque, sont très touchés par cette découverte et au moment où ils sont interrogés par la police, même s'ils ont un petit peu bu pendant la soirée, ils ont toute leur tête, ils sont lucides. Les enquêteurs déterminent donc rapidement en fait qu'il est improbable que ces adolescents soient impliqués dans le crime, on les laisse donc partir. Un corps, une jeune fille et une question que les détectives se posent. Qui est cette jeune fille qui se trouve devant eux ? Les détectives commencent à examiner attentivement le corps carbonisé dans le but de découvrir des choses, des indices qui pourraient permettre de l'identifier, parce qu'ils ne trouvent pas d'effets personnels sur les lieux du crime. Pas de sac, pas de téléphone, pas de permis. Et en plus de ça, ils se renseignent, il n'y a aucun rapport de personne disparue qui n'a été déposé qui correspondait à la description de la victime qui se trouvait devant eux. Dans tous les cas, les policiers sont déterminés à découvrir l'identité de cette jeune fille. Ils ne peuvent pas laisser un corps sans identité. Et ils veulent faire ça rapidement. C'est alors que le photographe présent sur les lieux du crime, qui immortalise cette scène de crime, remarque le t-shirt que porte la victime. Ce t-shirt possède un motif situé sur la gauche de la poitrine. Le graphique semble unique, puisqu'il donne en fait le nom de la promo. Une promo d'infirmière dont la victime faisait vraisemblablement partie. Un indice essentiel qui va permettre de découvrir l'identité de cette jeune femme. Et là, vous commencez certainement à faire un lien. Parce que les détectives savent effectivement qu'une école d'infirmières populaire est située à proximité. Et déterminent alors qu'il est fort probable que la victime soit une élève de cette école. Et le photographe fait une autre découverte. Il découvre également des tatouages d'étoiles visibles sur les chevilles de la victime. Vous le voyez, on commence à avoir des indices, on a les tatouages sur la victime, on a le t-shirt avec ce logo qui fait référence donc à une école d'infirmières. Il faut essayer de trouver donc l'identité de la victime assez rapidement. Les enquêteurs vont donc utiliser les réseaux sociaux pour les aider. Ils vont publier un message sur leur page Facebook et demandent des informations, en expliquant qu'un corps a été retrouvé dans la région d'Awalbridge. Une description d'ailleurs est donnée sur ce post. Une jeune femme, âgée entre 18 et 25 ans, avec les cheveux châtain foncé, un tatouage d'une grande étoile et des étoiles plus petites sur la nuque et sur la cheville droite. Un article de presse est publié également le même jour que la découverte, soit le 2 juillet 2012. Le bureau du shérif du comté de Franklin reçoit rapidement 5 appels. 5 appels de différents parents qui s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de leur enfant. Parmi ces parents inquiets, il y a Kelly Sharpton, la mère de Megan Sharpton. Elle appelle parce qu'elle a vu le message sur Facebook. Et elle appelle aussi parce que sa fille Megan, vous le savez, n'est pas rentrée chez elle la veille. Le 1er juillet 2012, alors qu'elle était attendue au repas de famille. Alors le shérif qui est au téléphone avec Kelly lui demande de décrire Megan. Et donc Kelly s'exécute et décrit sa fille comme ayant les cheveux longs, étant âgée de 24 ans, avec 2 petits tatouages d'étoiles sur la cheville. La description que vient de faire Kelly correspond au corps retrouvé dans la forêt. Et là c'est terrible pour Kelly, parce que ce qu'elle craignait au plus profond d'elle est en train de se passer. Elle espérait que Megan était en sécurité, qu'elle était allée à une fête, qu'elle avait perdu son téléphone portable. Bref, elle pensait que sa fille était en vie. Les enquêteurs disent alors à Kelly qu'ils arrivent de suite chez elle. Et effectivement, ils arrivent rapidement, la police débarque, l'angoisse de Kelly est palpable, elle est à 2 doigts de tomber dans les pommes. Les policiers rentrent dans la maison, lui demandent de s'asseoir, et c'est là qu'ils l'informent qu'il pense avoir retrouvé le corps de sa fille. Kelly s'effondre en larmes. Mais pour les enquêteurs, il s'agit de faire vite, parce que les 48 heures qui suivent un crime sont les plus importantes. Ils doivent absolument reconstituer une chronologie des événements et essayer de retrouver les personnes qui ont côtoyé Megan ces dernières heures. Et toutes ces questions, les enquêteurs les posent directement à la maman de Megan. Et Kelly raconte exactement ce dont on a parlé au début de la vidéo. La chronologie des événements, le fait que Megan était attendue le soir pour le repas de famille parce que sa sœur revenait dans le coin. Le fait aussi qu'elle devait retrouver une patiente après son travail au restaurant avant d'arriver au repas familial. Et Kelly explique aussi au détective que la sœur de Megan l'a également eu au téléphone ce jour-là, le jour de sa disparition, mais qu'elles ont juste échangé brièvement. Elle lui a dit « Écoute, je suis arrivé, je suis pressé de te voir le soir. » C'est tout, ça a duré 15-30 secondes, pas plus. Alors les policiers demandent à Kelly qui a été le dernier contact de Megan par téléphone. Kelly explique qu'elle l'a eu au téléphone en début d'après-midi lorsqu'elle arrive au restaurant, mais que la sœur de Megan qui est arrivée à la maison familiale l'a aussi appelé brièvement pour lui dire « Je suis arrivé, je suis pressé de te voir » et que ça a duré 15-30 secondes, pas plus. C'est la dernière communication connue qu'un membre de la famille a eu avec Megan. Mais les enquêteurs ont soudain une question qui effectivement est importante. Où se trouve la Ford Mustang rouge de 1995 que Megan conduisait partout, vous savez. Elle l'a forcément conduite au travail et jusqu'à la maison de cette patiente. Alors,
si Meghan a disparu, où se trouve la voiture. Ça permettrait de connaître peut-être le dernier endroit où Meghan s'est réellement rendue. Les autorités lancent donc une recherche pour retrouver cette Ford Mustang rouge. Tous les agents des environs sont donc informés de surveiller tout véhicule qui correspondrait à la description. Cette alerte donc pour retrouver ce véhicule est de mise dans tout l'État du Tennessee et également dans le nord de l'Alabama. Et pourquoi ils lancent cette recherche? Parce qu'ils émettent tout simplement l'hypothèse que l'agresseur a peut-être volé le véhicule, et les policiers savent pertinemment qu'il est important de localiser la voiture de Meghan parce que celle-ci peut contenir des indices capitaux sur ce qui lui est arrivé. Et les policiers, après avoir lancé cette recherche, mettent fin à la conversation. Mais au moment où la conversation avec Kelly, la mère de Meghan, touche à sa fin, elle leur pose une question. Une question cruciale pour cette affaire. Avez-vous parlé au petit ami de Meghan? Et là, les enquêteurs tombent un petit peu de haut parce qu'ils ne savaient pas que Meghan avait un petit ami. Alors ils demandent immédiatement les coordonnées à Kelly. Et à ce moment-là, vous comprenez, le petit ami devient aussi un potentiel suspect. Les enquêteurs se rendent donc chez le petit ami de Meghan, que nous appellerons Pierre, et lui posent cette question. Quand avez-vous vu Meghan pour la dernière fois? Et ce Pierre leur explique qu'en fait, la dernière fois qu'il a eu contact, ou qu'il a essayé d'avoir contact plutôt avec Meghan, c'était la veille lorsqu'il était en pause cigarette pendant son travail la nuit du meurtre, puisque lui travaille la nuit. Mais que lorsqu'il l'a appelée, elle n'a pas répondu. Il est tombé directement sur sa messagerie. Et d'après ce qu'on comprend quand on découvre l'histoire de Meghan, c'est que Meghan en fait vivait avec son petit ami Pierre et un autre colocataire que nous appellerons Marius à proximité du campus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour les policiers, il y a un truc qui cloche et qui ne tourne pas rond. Le seul fait que Pierre ne l'ait pas signalé comme disparu est pour eux très étrange. C'est-à-dire que la petite amie qui ne rentre pas le lendemain, ça peut être inquiétant, surtout qu'il n'a pas réussi à la joindre. Pour eux, c'est suspect. Mais lui justifie ça. Il justifie ça en affirmant en fait qu'il pensait que Meghan était occupée justement à ce repas familial dans sa famille et qu'elle avait peut-être plus de batterie et qu'elle avait préféré dormir chez ses parents. Du coup, lui ne s'est pas inquiété, c'est ce qu'il raconte. Et il affirme aussi qu'il n'a absolument rien remarqué d'anormal dans le comportement de Meghan les jours qui ont précédé sa disparition et son meurtre surtout. Les autorités demandent alors l'autorisation à Pierre, le petit ami de Meghan, de fouiller son appartement, ce qu'il accepte. Il le fouille de fond en comble pour essayer de trouver des indices. Et au bout d'un moment, eh bien, il faut une découverte. Une découverte choquante. Dans la salle de bain, il trouve des traces de sang. Et dans l'une des chambres, il trouve des seringues usagées. Après ces découvertes qui laissent les enquêteurs assez perplexes, le petit ami Pierre est emmené pour un interrogatoire plus approfondi. Mais au moment où il se dirige vers la voiture de police pour emmener justement Pierre faire son interrogatoire, le détective reçoit un appel. Un appel lui expliquant que la Ford Mustang rouge de 1995, qui appartient à Meghan, a été retrouvée. Et elle a été retrouvée précisément à 32 km de l'emplacement du corps de Meghan. Et ce véhicule est fouillé, et il ne montre, au premier abord en tout cas, aucun signe de lutte ou d'effraction. Par contre, en rentrant dans la voiture, les enquêteurs vont retrouver une note manuscrite sur le siège passager de la voiture. Cette note écrite dans ce qui sera déterminé plus tard comme étant l'écriture de Meghan. Et qui a-t-il écrit sur cette feuille? Eh bien simplement une adresse postale. Mais lorsque les détectives parcourent cette adresse, rentrent cette adresse dans leur base de données, ils découvrent que cette adresse n'existe pas. La voiture est remorquée, elle est emmenée pour subir une analyse médico-légale. C'est vrai qu'on ne voit pas d'indices apparents, mais on peut imaginer, en tout cas c'est ce que pensent les enquêteurs, que peut-être il peut y avoir des traces microscopiques qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, et de toute façon, il faut faire une analyse approfondie. Le seul problème, c'est que ce processus va prendre plusieurs jours, il faudra être patient. Après cette découverte, les enquêteurs décident alors d'accélérer l'interrogatoire du petit ami de Meghan, Pierre. Et lorsqu'il est interrogé sur les taches de sang trouvées dans la salle de bain de son appartement, vous savez, il affirme que le sang est en fait le résultat d'un saignement de nez. Un saignement de nez que lui a subi. Mais les policiers ont du mal à croire à cette histoire, et eux, ils veulent plutôt savoir s'il n'y a pas eu une dispute dans le couple. Alors ils lui posent la question, est-ce qu'il y a eu une altercation physique entre vous deux, entre Meghan et vous? Et lui répond que non. Il répond que non, tout se passait bien entre Meghan et lui. Tout était, en tout cas, tout semblait bien dans leur couple. Lui était amoureux, elle était amoureuse, voilà ce qu'il répond aux policiers. Alors évidemment, il y a eu des disputes entre les deux, mais des disputes qui ne duraient pas, c'était des disputes verbales, mais rien de sérieux du tout. Les détectives décident de faire passer le petit ami de Meghan un examen au détecteur de mensonges et décident aussi d'interroger le colocataire de Meghan et de Pierre, puisque, je vous le rappelle, les trois vivaient, c'est ce qu'on comprend, dans le même appartement. Ce colocataire que nous allons appeler Marius. Et donc, Marius est interrogé séparément. Et les enquêteurs comprennent en fait que les deux seringues usagées retrouvées
sont retrouvés dans la chambre de Marius et ils le confrontent avec les seringues usagées trouvées dans sa chambre à lui. En fait, les policiers soupçonnent un possible trafic de drogue ou alors une soirée où la drogue était présente. Le colocataire dira « Oui, moi je consomme de la drogue personnellement, mais je nie catégoriquement que Pierre et Mégane consomment de la drogue. Eux n'en consomment pas. » Voilà ce que dit Marius. Et il va plus loin, il affirme même que Mégane n'était pas au courant de sa consommation de drogue à lui. Mais dans toutes les réponses que Marius donne, il y a quelque chose qui gêne les policiers, quelque chose qui les font s'interroger. En fait, les policiers commencent à comprendre qu'il y a peut-être une proximité entre Mégane et le colocataire et Marius. En fait, Marius, quand il répond aux questions, à ce moment-là, il y a ce côté protecteur. Il protège Mégane parce qu'à un moment, il explique aux policiers que même si Mégane lui avait demandé de la drogue, jamais il ne lui en aurait donné. Et là, les policiers se disent qu'il se passe peut-être quelque chose. Quelque chose d'un peu plus que de l'amitié entre lui et Mégane. Et il s'avère que ces soupçons sont vrais. Mégane et son colocataire Marius avaient effectivement des relations sexuelles. Des relations derrière le dos du petit ami de Mégane, derrière Pierre. Et là, pour les enquêteurs, ça fait tilt. On se rapproche d'un motif, un motif de jalousie. Pierre a peut-être appris la relation, il s'est énervé, il s'est emporté et il a commis l'irréparable. Alors les autorités posent à nouveau des questions au petit ami de Mégane. Ils lui demandent s'il était au courant des relations entre Mégane et leur colocataire. Mais la réaction de Pierre surprend les détectives. En fait, il est abasourdi, il est choqué, il est en pleurs, il est même en colère. Et c'est tellement crédible que même les policiers se disent « Non, c'est pas possible, il n'était pas au courant, il est tellement abasourdi, tellement en pleurs qu'il vient de l'apprendre, il ne peut pas jouer la comédie. » En tout cas, pour les policiers, ça semble authentique à ce moment-là, mais ils gardent quand même une réserve. Ils savent que tout peut être joué. Alors ils continuent l'interrogatoire, ils continuent à élaborer un scénario. Vous l'avez peut-être appris, vous l'avez peut-être découvert, vous êtes rentré dans une rage incontrôlable. En fait, vous ne vouliez peut-être pas la tuer, mais ça a été trop vite. Et ce Pierre déclare que même s'il avait appris la relation, jamais il ne lui aurait fait de mal. Pour les enquêteurs, on tourne en rond, l'affaire n'avance pas, et au moment où ils semblent perdre espoir, au moment où ils se disent que l'histoire ne va pas trouver d'issue, eh bien, Pierre, le petit ami de Mégane, se rappelle d'un truc. Il se rappelle que Mégane a reçu un coup de téléphone il y a quelques jours avant le meurtre. Et que c'est lui qui a répondu parce qu'en fait Mégane était partie au travail et qu'elle avait oublié son téléphone portable. Et au bout du téléphone, un homme qu'il ne connaissait pas, qui ne s'est pas vraiment présenté, qui a demandé à parler à Mégane et qui a expliqué qu'il cherchait quelqu'un pour venir aider sa grand-mère âgée. Et pour Pierre, ça n'a pas semblé anormal puisque je rappelle que Mégane est étudiante en école d'infirmière et que c'est possible que quelqu'un fasse des demandes comme celle-ci. Alors Pierre va demander à cet homme qui vous a donné le numéro de Mégane. L'homme en question va répondre que c'est une amie de Mégane qui lui a conseillé de l'appeler. Et cette amie, nous allons l'appeler Sydney pour l'histoire. Les enquêteurs demandent alors au petit ami de Mégane, à Pierre, qui est cette Sydney? Et en fait, cette Sydney était à l'école d'infirmière avec Mégane. Elle n'était pas dans la même promotion, cette Sydney était dans l'année au-dessus, donc elle a un an d'avance, et elles étaient toutes les deux devenues amies. Et lorsque Mégane est rentrée du travail ce soir-là, elle a rappelé le numéro en question pour examiner l'offre d'emploi. Mais ni le petit ami de Mégane, ni Mégane elle-même n'a eu la présence d'esprit d'enregistrer ce numéro. En fait, en rentrant, Mégane, elle a juste rappelé le numéro qui l'avait appelé, sans enregistrer le numéro. Alors la question que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est qui est cet homme? Qui est cet individu au téléphone? Pour les enquêteurs, il y a plusieurs choses à analyser dans cette histoire. Il y a d'un côté ce triangle amoureux, cette possible découverte d'infidélité, ça aurait pu mettre en colère Pierre, qui aurait donc découvert que sa compagne flirtait avec son colocataire, qui plus est, un possible motif du coup. On a aussi ce sang retrouvé dans la salle de bain. Est-ce que il y a eu une dispute? Mais il y a aussi ces questions. Pourquoi Mégane s'est-elle rendue à l'endroit où sa voiture a été retrouvée plus tard, à 30 km de là où on a retrouvé le corps de Mégane? À qui appartient la fausse adresse sur cette note manuscrite? Et surtout, qui lui a donné? Et puis ces questions qui se rajoutent encore. Qui est cet homme au téléphone? Y a-t-il vraiment eu un appel? Ou est-ce que c'est quelque chose d'inventé encore une fois par le petit ami de Mégane? Toutes ces questions, les enquêteurs essaient de les démêler. Pour essayer de démêler ces énigmes, les enquêteurs vont se tourner vers le rapport d'autopsie. Et le médecin qui a effectué l'autopsie va leur apprendre des nouvelles intéressantes. Figurez-vous qu'il a réussi à extraire avec succès des échantillons de sperme lors de l'autopsie. Et ces échantillons signifient une chose importante, c'est qu'on a désormais l'ADN du tueur. Et on apprend quelque chose de supplémentaire lors de cette autopsie, c'est que Mégane a été tuée par balle. On a donc désormais des preuves médico-légales, l'ADN et la balistique. Et ces deux preuves sont immédiatement envoyées pour être analysées et comparées. Si l'agresseur
le tueur de Meghan a un ADN dans la base de données, on sera en mesure alors de découvrir qui l'a tué. En attendant ce retour qui va être important, les enquêteurs décident d'explorer une autre piste, la piste qui a surgi lors des interrogatoires. Qui est cette fameuse Sydney, la copine de Meghan, vous savez, avec qui elle était à l'école? Les enquêteurs décident alors de se rendre à son adresse pour lui parler, pour lui poser des questions. Ce qu'ils veulent savoir, c'est à qui a-t-elle recommandé Meghan? Mais quand ils arrivent au domicile de cette Sydney, les enquêteurs ont une drôle de surprise. L'homme qui leur ouvre la porte s'appelle Donnie Frank Jones. Et pourquoi c'est une surprise? Parce que cet homme est bien connu de la police. Il est bien connu de la police parce qu'il a déjà été condamné. Et rapidement après l'ouverture de porte, c'est Sydney qui arrive juste derrière, donc elle habite bien là. Et Sydney, quand les policiers lui posent la question, nie avoir recommandé Meghan pour un travail. Et l'impression que les enquêteurs ont à ce moment-là, c'est qu'en fait Sydney et Meghan n'étaient pas si amis que ça. Quelques jours plus tard, le petit ami de Meghan, Pierre, et le colocataire Marius réussissent leur test de détecteur de mensonges, et comme il n'y a aucune preuve concrète pour inculper l'un ou l'autre de quoi que ce soit concernant cette affaire, ils sont laissés libres. La police reste cependant perplexe, mais leur alibi est vérifié. D'autant que le rapport médico-légal mené sur la voiture de Meghan ne donne absolument rien d'important. Il y a donc l'enquête, vous voyez, qui essaie de se faire, et à côté de l'enquête, il y a la famille de Meghan qui est toujours sans réponse. Et à côté donc de cette enquête, eh bien, la mère de Meghan lance un appel public à la télévision pour obtenir des informations concernant le meurtre de sa fille. Elle aussi, elle veut avoir des réponses. Et près de 2 mois après cet appel télévisé, les relevés de téléphone portable de Meghan sont remis enfin aux enquêteurs. Et ces relevés révèlent un indice très important. On découvre qu'un téléphone portable prépayé a appelé Meghan la nuit où elle a été assassinée. Alors la police décide de retracer le téléphone prépayé qui a été acheté. Il le retrace jusqu'à Tullahoma, la ville de naissance de Meghan. Et jusqu'au magasin d'ailleurs qui a vendu ce fameux téléphone portable prépayé. Et la police se rend compte que ce magasin en question dispose de caméras de surveillance. Super, on va pouvoir regarder ce qui s'est passé ce jour-là. Et le jour de l'achat du téléphone portable prépayé, les images de vidéosurveillance révèlent que 10 clients achètent exactement le même type de téléphone prépayé. Ça fait donc 10 suspects potentiels. Un seul va attirer l'attention des enquêteurs. Le comportement de ce client en particulier, regardez. Ce comportement est suspect pour les policiers. Et pourquoi ce comportement est suspect? Tout simplement à cause de son autre téléphone portable. Un téléphone portable dernière génération semble-t-il, qu'il a placé face visible sur le comptoir de caisse. Les enquêteurs se posent la question, pourquoi cet homme a-t-il besoin d'un téléphone prépayé, alors qu'il semble avoir un téléphone portable fonctionnel dernière génération. Et les enquêteurs continuent de suivre ce client sur la caméra de vidéosurveillance, hors du magasin et dans le parking. On le voit monter dans une camionnette rouge, et grâce à ça, ils arrivent à trouver l'identité de ce client. Avec certitude, cet homme s'appelle Timmy. Mais ce Timmy, quelle est son implication dans le meurtre de Meghan? Les enquêteurs vont alors lancer un avis de recherche pour retrouver cet homme. Et ce Timmy est rapidement retrouvé. Il est interrogé. Et quand il est interrogé, il explique aux enquêteurs que le téléphone qu'il a acheté dans ce magasin était en fait pour un ami. Et c'est cet ami d'ailleurs qui lui a vendu cette fameuse camionnette rouge vue sur les images de surveillance. Mais les policiers prennent des pincettes. Est-ce que cet ami existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas simulé? Est-ce que c'est pas une feinte? Ils n'y croient pas jusqu'à entendre le nom de cet ami en question. Cet ami s'appelle Donnie Jones. Donnie Jones. Donnie Jones. Vous savez, cet homme qui a ouvert la porte lorsque les policiers ont rendu visite à Sydney. Ce Donnie Jones qui vit donc avec Sydney. Et les policiers comprennent à ce moment-là qu'en fait Sydney, c'est la femme de Donnie Jones. Mais alors, qu'ont-ils à cacher tous les deux? Les détectives ne perdent pas de temps, ils se rendent au domicile de Sydney et de Donnie et font une perquisition de leur maison. Mais alors que Sydney est sur le point d'accepter la perquisition, au moment où ils arrivent, Donnie déclare qu'il veut parler à son avocat, ce qui interrompt la perquisition. Et l'avocate de Donnie Jones lui ordonne de ne pas accepter la perquisition. Et comme la police n'a pas de preuves concrètes sérieuses pour un mandat, ils sont obligés d'attendre. En attendant, ils vont surveiller le domicile de Donnie et de Sydney. Ils surveillent la maison à distance. Ça peut être long et il faut que ce Donnie Jones commette une erreur. Et cette erreur va arriver. Alors que les policiers surveillent la maison de Donnie Jones et de Sydney, un des enfants du couple vient à côté de la voiture du détective. Et en discutant avec le détective, puisque la confiance s'installe, eh bien le gamin laisse entendre que son père l'emmène de temps en temps tirer. Et l'erreur, elle est là, parce qu'il faut savoir que Donnie Jones est en fait un criminel condamné. Il lui est interdit de posséder une arme chez lui. Et ça, c'est suffisant pour que les détectives demandent un mandat de perquisition. Et ce mandat leur est accordé. Et en fouillant la maison, les policiers trouvent un fusil de calibre 22, le même type d'arme, tenez, qui a assassiné Meghan. C'est prouvé par des tests médico-légaux. On prélève également
l'ADN de Donnie Jones. Son ADN est comparé alors à l'échantillon de sperme trouvé lors de l'autopsie et ça fait match. Ça correspond. Donnie Jones est bel et bien le meurtrier de Megan Sharpton. Et le scénario se met en place. Donnie Jones avait en fait brièvement rencontré Megan lorsque Sydney était étudiante dans la même école d'infirmière que Megan. Il est tombé amoureux de Megan. Il est tombé sous son charme. C'est là qu'il a pris le numéro de téléphone dans le portable de Sydney sans qu'elle ne soit au courant. C'est alors qu'il a tout inventé en utilisant le téléphone prépayé qu'il a fait acheter par son ami. Il savait qu'en proposant un travail à Megan, elle ne le refuserait pas. Il lui a ensuite donné une fausse adresse, la conduisant au milieu de nulle part. Lorsque Megan est arrivée sur ce terrain dans sa Ford Mustang rouge, Donnie Jones s'est arrêté derrière elle avec la camionnette rouge. D'ailleurs, petite parenthèse, cette camionnette, il a essayé de la vendre après le meurtre pour se débarrasser des preuves. Il n'a pas réussi à la vendre. Megan est sortie donc de sa voiture. Elle s'est dirigée vers le véhicule de Donnie Jones. C'est alors que depuis son véhicule, depuis son siège, il a sorti son arme et a tiré, à bout portant, sur le côté droit de son visage. Il l'a ensuite violée, il a mis son corps dans sa voiture et il s'est rendu sur le terrain près du lac pour allumer un feu et tenter donc de la brûler. Le motif du meurtre, il n'y en a pas. Il l'a simplement assassinée parce qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Donnie Jones, 37 ans, est donc accusé de meurtre au premier degré, de meurtre criminel, de 2 chefs d'enlèvement aggravé et de 2 chefs de viol aggravé. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La justice est donc rendue pour Megan et sa famille, mais malheureusement, la famille sera confrontée à une autre tragédie. Le 8 novembre 2013, soit un peu plus d'1 an après le meurtre de sa fille, Kelly Sharpton, 47 ans, décède. La cause du décès ne sera pas révélée, elle ne sera pas connue du public, mais on imagine grandement qu'elle était en souffrance. Ce sont donc 2 tragédies qui ont touché la famille en l'espace d'un peu plus d'1 an. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Merci également de proposer des histoires ou des choses que vous avez entendues, des enquêtes que vous aimeriez que je fasse ou que j'aborde, ou des disparitions, etc., etc. Vous savez que on essaie d'élargir un petit peu. Vous trouvez dans cette chaîne également des témoignages. Vous trouverez d'autres choses qui arriveront, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est important et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!